Ça passe par satellite, c'est automatique, c'est un bouton qu'on appuie. Le commandant a eu le bon réflexe. Suite à cet appel de détresse, il est mis directement en relation avec ses interlocuteurs à terre, les opérateurs du CROSS, le centre régional opérationnel de surveillance situé à Etel, dans le Morbihan. Yves Naquier-Radiguet est préfet maritime à l'époque. C'est lui qui est en charge de tous les centres de surveillance de la région. Le rôle du CROSS, c'est lui qui est le bras armé, le centre opérationnel du préfet maritime. Et en particulier, donc, c'est le CROSS qui est en charge des problèmes de sauvetage, bien entendu, de pollution et d'ordre public. Et à ce moment-là, le CROSS reçoit alerte détresse sur un bateau qui est situé à tel endroit, qui s'appelle l'Erika. Rapidement, les opérateurs du CROSS essayent, conformément aux règles maritimes, de reprendre contact avec le commandant de l'Erika. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, la tempête dans l'ouest de la France. Un pétrolier maltais a fait naufrage au large de Brest. 13 décembre 1999. La France est sous le choc. L'Erika, un pétrolier transportant 30 000 tonnes de mazout, vient de sombrer. Une immense marée noire de 15 km de long se dirige droit vers les côtes bretonnes. C'est à l'évidence un accident très grave. Ce navire est en perdition. On savait qu'il s'était brisé, qu'il avait coulé et que des nappes dérivaient. Le naufrage de l'Erika est l'une des plus grandes tragédies de l'histoire maritime française. Avec plus de 400 km de littoral souillé, 150 000 oiseaux mazoutés, 250 000 tonnes de déchets polluants, pour un coût total estimé à près de 400 millions d'euros. L'écume, la mer, les oiseaux, les goélands, les bernaches, tout le monde vivait normalement et 24 heures après, c'était l'enfer, quoi. Alors pourquoi la structure de ce navire de plus de 180 mètres de long n'a-t-elle pas pu résister face aux éléments ? Cet endroit a pour réputation d'être dangereux, le temps est mauvais et les vagues peuvent être hautes. Quels ont été les problèmes techniques rencontrés par l'Erika pendant cette traversée ? C'est grave. On ne peut pas dire si la fissure elle va rester dans l'état où on la voit ou si au contraire elle va continuer. Si vous ne corrigez pas le problème, vous pouvez vous retourner et couler. Pendant ces 20 heures de tourmente, comment l'équipage de l'Erika tente-t-il par tous les moyens de garder son navire à flot ? Le commandant Mathur a dû le comprendre immédiatement. Il y a eu une grosse déformation structurelle du navire. Il a le réflexe d'appuyer sur le bouton « Appel au secours ». Quelle opération périlleuse les autorités françaises organisent-elles pour tenter de sauver les 26 membres d'équipage ? C'est une opération très dangereuse pour l'hélicoptère. Il a fallu un courage et un professionnalisme des sauveteurs tout à fait exceptionnel. Nous avons retracé les dernières heures de l'Erika, interrogé des experts maritimes, mais aussi recueilli le témoignage de ceux qui ont vécu la catastrophe au plus près de la marée noire. Les gens étaient las, étaient dépités. Quand je vois ça, j'ai pas de mots pour vous exprimer ça. Ça me dégoûte. On subissait quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. Le naufrage de l'Erika, l'histoire d'un pétrolier qui se retrouve au centre d'un incroyable enchaînement de circonstances. L'une des pires catastrophes industrielles et écologiques de l'histoire. Un événement hors de contrôle. Port de Dunkerque, le 7 décembre 1999. Nous sommes 5 jours avant l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire maritime. Sur le quai de la grande raffinerie des Flandres, un pétrolier est sur le point de prendre la mer. Son nom, l'Erika. Il fait partie de ces bateaux pouvant transporter des quantités phénoménales de pétrole.
C'est un pétrolier transporteur de produits, selon le terme exact. Ce bateau, c'est comme une bête de somme. On le charge à bloc. Le navire est impressionnant par sa taille. Il fait 180 mètres en longueur sur 28 mètres de largeur, soit une superficie égale à 28 terrains de tennis. Mais le plus impressionnant, c'est ce que renferme la coque de l'Erika. En effet, le navire est doté de 15 gigantesques cuves, capables au total de transporter plus de 37 000 tonnes de fioul, l'équivalent de 1500 camions-citernes. Et c'est des cuves énormes, hein. C'est des cuves qui font 10 mètres de long, sur 4 mètres de haut et sur 5 mètres de large, donc c'est des cuves énormes. Il y avait 5 tranches de citernes sur la longueur et 3 tranches dans la largeur, ce qui fait un navire à 15 citernes qui est le courant pour cette époque. L'Erika a été affrétée par la compagnie pétrolière Total pour un transport de pétrole à destination de l'Italie. Ces cuves sont d'ailleurs actuellement en cours de remplissage. C'est plus de 30 000 tonnes de fioul qui sont en train d'être chargées. De quoi remplir 14 piscines olympiques. Une opération qui dure 16 heures et qui demande la plus grande précision pour ne pas venir fragiliser la structure de ce géant des mers. Eric Wiberg est expert maritime et auteur d'un livre sur les catastrophes pétrolières. Il connaît parfaitement les risques que présente ce genre d'opération. Un pétrolier, c'est comme une boîte rectangulaire dans laquelle vous mettez du pétrole. Le principe de base est qu'un navire doit impérativement rester en équilibre. Vous ne voulez pas que le bateau fasse des va-et-vient, qu'il aille sur les côtés. Vous voulez vraiment qu'il reste stable pendant la charge et la décharge. On va répartir d'une manière séquentielle les différentes cuves, de façon à ce que, par exemple, on ne mette pas toute la cuve à l'avant et puis toute la cuve à l'arrière, de façon à ce que ça créerait un arc et qui fragiliserait la structure du navire. Donc en fait, en gros, on les répartit de manière homogène. Éviter l'usure en arc, c'est répartir le poids de manière équilibrée lors du chargement, pour ne pas tordre la structure du navire. Plus l'opération de chargement est répétée, plus le risque d'abîmer cette structure est grand. D'autant que le pétrolier n'en est pas à son premier transport. L'Erika a, depuis sa mise en service en 1975, changé au moins 6 fois de propriétaire, ce qui fait de lui un bateau à la réputation incertaine. Ceci est l'unique photo où l'on peut voir le pétrolier en fonctionnement. Il est vrai que le passé du navire ne plaide pas en faveur de l'Erika, parce qu'il a changé de pavillon assez souvent, il a changé de classe et d'armateur. Ce n'est pas un gage de qualité. Maintenant, ce serait un navire qui ne serait plus du tout sur le marché, même s'il était en excellent état, parce que les affréteurs considèrent que c'est beaucoup trop vieux. Normalement, ces bateaux naviguent pendant à peu près 22 ou 25 ans. Après, ils partent à la casse parce que la qualité du métal avec le temps devient mauvaise. Et la possibilité qu'il se passe quelque chose devient de plus en plus forte. Donc 25 ans, c'est vraiment l'âge limite. Mais conformément aux règles maritimes, aucun bateau n'est autorisé à naviguer sans avoir été expertisé et vérifié par des sociétés de classification. L'Erika a été contrôlée 4 mois tout juste avant ce nouveau départ, et voici le certificat de navigabilité qui lui a été délivré. La société de classification, c'était une société italienne qui s'appelle la RINA. Et donc il était considéré par cette société de classification comme un bateau encore en bon état. Voilà, il avait tous les sacrements de navigation, si vous voulez. C'est un navire qui est en état de naviguer au niveau réglementaire. En principe, lorsque le bateau est certifié avec sa certification de navigabilité, c'est qu'il est en bon état. Le soir du 7 décembre 1999, tout semble en ordre. À 23h30, le navire quitte le port de Dunkerque. L'équipage est serein. Personne à bord ne se doute qu'il est sur le point de vivre l'une des pires catastrophes pétrolières modernes. 8 décembre 1999. L'Erika a rejoint le large. Le navire, chargé de 30 000 tonnes de pétrole, doit rejoindre Livourne en Italie pour livrer sa cargaison dans une centrale thermique. Un trajet de 4000 km où il va traverser l'océan Atlantique, puis la mer Méditerranée.
Pour assurer la bonne conduite du navire, 26 officiers et marins constituent l'équipage. Tous ont un rôle clé et sont sous les ordres du commandant Karun Mathur. Le bateau est commandé par un commandant indien qui a 35 ans, il est jeune. C'est quand même néanmoins quelqu'un qui a déjà l'expérience des navires pétroliers et qui sait de quoi il s'agit. Bertrand de Rennes est lui-même un ancien commandant de pétrolier et connaît l'importance de ce poste pour un bateau de cette taille. Comme sur tous les navires au monde, il est le représentant direct de l'armateur et il est le chef de bord. C'est lui qui décide, il sait à l'endroit où il faut aller, mais c'est lui qui fixe la route, c'est lui qui fixe la vitesse. Voilà, et il assure la sécurité, et puis il assure la responsabilité du bateau. Et justement, en ce début de traversée, le commandant a fait un choix bien particulier. L'Erika naviguera en dessous de ses capacités. La raison est simple, la météo. Il y avait un vent qui était assez frais, donc il n'y avait pas 40 nœuds de vent, c'est-à-dire en gros 70 km/h. Un flux de sud-ouest assez rapide, avec de bonnes rafales de vent, de bonnes pluies, une bonne mer de sud-ouest. Cette météo n'est pas une surprise pour l'équipage. C'est même plutôt habituel pour cette période de l'année. Le commandant le sait, mais cela ne l'empêche pas d'être vigilant, car il sait qu'une mer aussi agitée a des répercussions directes sur la structure de son navire. Quand vous êtes dans du mauvais temps, si vous mettez votre œil au niveau du pont, vous voyez que le navire a une amplitude comme ça qui peut aller de 1 mètre, 1,5 mètre. On le voit à l'œil nu. Et c'est très bien comme ça, parce que si le navire était rigide, il casserait. En effet, les bateaux de cette taille reçoivent d'énormes contraintes et se déforment au gré des vagues. On appelle ça des efforts de flexion, ou encore arc et contre-arc lorsqu'ils se plient sur la longueur, et des efforts de cisaillement lorsqu'ils se tord sur la largeur. Un pétrolier, c'est long, et un pétrolier, ça travaille énormément. Si vous vous baladez sur un pétrolier dans la tempête, vous voyez vraiment le pont qui se courbe, qui se déforme, qui travaille. Donc cette déformation peut atteindre 15, 20, 30 cm, c'est-à-dire que vous avez des efforts de flexion, globalement sur la longueur, et tranche par tranche des efforts de cisaillement, des efforts tranchants. Il y a une chose qu'il faut savoir avec un bateau dans la tempête. C'est le fait que le bateau va recevoir énormément de forces extérieures venant de la mer. Et ces forces auront un impact direct sur la structure du navire. Toutes ces forces qu'endure l'Erika seront dans quelques heures la cause d'un incroyable enchaînement de circonstances qui viendront sceller le sort du navire. « 11 décembre 1999. Il est midi. Après avoir doublé la pointe du Finistère, l'Erika poursuit sa route vers le sud pour rejoindre l'Italie à la vitesse de 7 nœuds, soit 15 km/h. À cet instant, il entre dans le golfe de Gascogne, cette partie de l'Atlantique très redoutée par les marins. Le golfe de Gascogne est certainement l'un des endroits les plus chahutés du monde. La réputation de cet endroit est que les vagues et le temps sont très dangereux. Et les vagues peuvent devenir très hautes. C'est quelque chose que tous les marins savent. On rentre dans une sorte de cul-de-sac où les vagues sont piégées par le contour côtier entre le nord de l'Espagne, la France, donc jusqu'à la Bretagne. Donc on a vraiment un arc de cercle dans lequel viennent s'engouffrer les vagues et surtout que souvent elles atteignent des hauteurs assez importantes. Ces vagues n'ont pas un impact direct sur la structure de l'Erika de par leur taille, mais plutôt par leur direction. Depuis que le navire a pris la route au sud, il se retrouve en position frontale face à la houle. On appelle ça naviguer mer de l'avant. Quand vous êtes mer de l'avant, ça veut dire que vous recevez les vagues de devant. D'abord elles peuvent vous cogner très fort, d'abord, et puis ça mouille énormément. Quand le bateau bute sur une lame à l'avant, on ressent le choc et la mise en vibration de l'ensemble du navire.
Aux énormes contraintes de flexion et de torsion que subit l'Erika depuis son départ, vient s'ajouter la force des vagues. Et tout cela ne sera pas sans conséquences. Midi 40. Au poste de commandement, on reste vigilant face aux conditions de navigation difficiles. Mais alors qu'un changement d'équipe est sur le point de s'effectuer, le second du capitaine remarque que le bateau penche fortement du côté tribord, le côté droit. En termes maritimes, on appelle ça une gîte. Et sur l'Erika, la gîte atteint les 15 degrés. Une gîte est un angle inconfortable que votre bateau prend et qui vous dit que quelque chose ne va pas. Il faut voir qu'une gîte de 15 degrés, c'est quelque chose de très important. Vous ne supporteriez pas dans un appartement une gîte de 15 degrés. Vous auriez l'impression que toute la maison va vous tomber sur la tête. Sur un bateau, c'est un peu la même chose. Si vous ne corrigez pas le problème, vous pouvez vous retourner et couler. C'est évident que sur le moment, il n'a aucun moyen de savoir si la gîte va s'amplifier. Lorsque sur l'espace de 20 ou 30 minutes, vous avez un bateau qui part de 15 degrés comme ça, est-ce que ça va s'arrêter même en compensant ou est-ce que ça va continuer et que inéluctablement le bateau va se retourner? On ne peut plus rien dire. Il y a une règle dans l'ingénierie maritime qui dit que quand vous détectez une erreur, ça ne s'améliore jamais par soi-même. Cette gîte qui menace de faire chavirer le navire cause un déséquilibre de 15 degrés qui doit impérativement être corrigé. Le commandant le sait et son premier réflexe est d'entamer une opération dite de déballastage. Une manœuvre pour rétablir l'équilibre du bateau. Car dans les 15 citernes que contient l'Erika, 4 d'entre elles sont réservées à l'équilibre du navire. On les appelle les citernes de ballast. Par définition, la citerne de ballast est un endroit où vous stockez de l'eau de mer pour équilibrer le navire et faire en sorte qu'il soit le plus manœuvrable possible en mer. Donc vous avez besoin de citernes de ballast pour que l'hélice soit bien enfoncée dans l'eau et que le bateau soit manœuvrable. Dans un pétrolier moderne, vous pouvez avoir des citernes de ballast de chaque côté du navire. Et selon la taille des citernes, cela peut partir du milieu du bateau jusqu'au bout du bateau. Pour ce voyage, les 4 ballasts ont été remplis à la moitié de leur capacité, soit 1500 tonnes chacun, l'équivalent de 37 camions semi-remorques. Alors pour redresser son bateau, le commandant vide le ballast arrière droit pour créer une différence de poids et équilibrer ainsi le navire. Aussitôt, il fait rétablir par des moyens de pompage la gîte du navire de façon à le rendre un peu plus stable. En parallèle, le commandant très inquiet lance un appel de détresse automatique pour prévenir les secours français. Il voit son bateau gîté, il ne sait pas très bien ce qui se passe et donc il a le réflexe d'appuyer sur le bouton « Appel au secours ». Ça passe par satellite, c'est automatique, c'est un bouton qu'on appuie. Le commandant a eu le bon réflexe. Suite à cet appel de détresse, il est mis directement en relation avec ses interlocuteurs à terre, les opérateurs du CROSS, le centre régional opérationnel de surveillance situé à Etel, dans le Morbihan. Yves Naquet-Radiguet est préfet maritime à l'époque. C'est lui qui est en charge de tous les centres de surveillance de la région. Le rôle du CROSS, c'est lui qui est le bras armé, le centre opérationnel du préfet maritime. Et en particulier, donc c'est le CROSS qui est en charge des problèmes de sauvetage, bien entendu, de pollution et d'ordre public. Et à ce moment-là, le CROSS reçoit alerte détresse sur un bateau qui est situé à tel endroit, qui s'appelle l'Erika. Rapidement, les opérateurs du CROSS essayent, conformément aux règles maritimes, de reprendre contact avec le commandant de l'Erika. Les informations dont ils disposent ne leur permettent pas d'évaluer la gravité de la situation.
immédiatement, l'opérateur du CROSS prend sa radio et appelle sur la fréquence qu'il faut, appelle l'ERICA. Ah, c'est tout bien pris, secteur de Moulot. Le CROSS n'arrive pas à avoir une liaison et à avoir une idée précise des problèmes que rencontre l'ERICA. En fait, si l'ERICA ne semble pas recevoir les appels du CROSS, c'est parce que la radio se situe à l'étage inférieur de celui du commandant. Une situation courante sur ce type de navire. Le bureau de l'officier radio n'était pas à la passerelle. Donc le commandant devait descendre d'un étage à chaque fois qu'il voulait communiquer, alors qu'il n'avait qu'une seule envie, c'était de rester à la passerelle, enfin à essayer de contrôler le navire, à essayer de voir la situation. Donc c'était pour lui pas très simple. Quand on est dans ces moments-là, je pense que la radio n'est pas forcément le point où il va y avoir le plus de monde le plus longtemps. À la passerelle, l'équipage sait que ce type d'avarie ne présage rien de bon pour la suite de la traversée. Néanmoins, le commandant Mathur assiste au bon fonctionnement de la manœuvre de redressement du navire qu'il a lancée depuis maintenant 2 heures. Le bateau a repris peu à peu un équilibre normal. Alors rapidement, le capitaine reprend contact avec les opérateurs du CROSS pour faire un point sur la situation. On reçoit un message disant « J'ai remis à peu près la gîte à 0, je suis en train de récupérer et tout va bien. Merci pour votre prompte réaction. » Donc les militaires font confiance. Un commandant qui dit que tout se passe bien à bord de son bateau, il n'y a aucune raison de mettre sa parole en doute. On ne va pas déclencher une opération d'assistance si le commandant vous dit que tout va bien. Mais en l'occurrence, tout n'allait pas bien. Cette fausse alerte cache en réalité une situation alarmante et compromettante pour la suite du voyage. Seul face aux éléments, le commandant ne le sait pas encore, mais son bateau se rapproche dangereusement du naufrage. Golfe de Gascogne. Il est 14h30. Alors que l'ERICA continue d'être malmenée par les vagues déchaînées de l'océan Atlantique, le commandant doit impérativement connaître la raison de cette gîte. Alors pour envoyer des hommes inspecter le navire, il procède à un changement de cap afin de ne plus être face à la houle. Il va prendre une route de garde, c'est-à-dire qu'il va prendre une route qui lui permet de limiter les mouvements de plateforme, les mouvements de roulier et de tangage. Et donc là, il fait quasiment demi-tour et il vient, ce qu'on appelle, il prend une route de fuite. Le navire, il fatigue moins et en plus, le pont n'est plus balayé par les paquets de mer. Et ça permet à l'équipage d'aller sur le pont. Il faut bien voir qu'avec l'état de la mer qu'il y avait et puis du vent soufflant en tempête, eh bien l'accès au pont était très risqué. Et donc là, ça lui permettait d'envoyer du personnel à l'avant pour effectivement contrôler l'état du pont. Une fois la manœuvre terminée, 2 hommes désignés par le commandant se rendent sur le pont. Leur tâche est primordiale. Ils doivent impérativement repérer si le bateau présente des signes de faiblesse pour savoir s'il est en mesure de continuer sa route. Et le verdict tombe. La tôle du pont est fissurée à plusieurs endroits sur l'avant du bateau. C'est grave, c'est très très grave parce que on ne peut pas dire si la fissure elle va rester dans l'état où on la voit ou si au contraire elle va continuer. Les fissures se comptent au nombre de 3 et se situent sur le dessus du ballast avant droit. Mais, plus grave encore, elles font toutes plus de 1,50 m de longueur sur plusieurs centimètres de profondeur. Désormais, chaque décision du commandant sera déterminante. On peut prendre l'image d'une espèce de boule de papier qui se compresse avec donc, ces fameuses pliures et ces fameuses fissures. Là, il sait très bien que l'intégrité de son bateau est atteinte. Et je pense que le commandant Mathur a dû le comprendre immédiatement aussi. Si le pont est fripé, c'est que quelque part, il y a eu une grosse déformation
structurelle du navire. Un grave désordre dans la structure avant du bateau. Voilà qui pourrait expliquer la gîte du navire en début de journée, lorsqu'il penchait dangereusement sur la droite. Si pour le moment il est impossible de déterminer l'origine du problème, le commandant Mathur sait que cela pourrait bien compromettre la suite du voyage. À bord de l'Erika, l'équipage s'active. Il faut à tout prix comprendre ce qu'il se passe sous la coque. Le commandant Mathur a ordonné à ses hommes de mesurer le niveau de toutes les citernes, et ce qu'il découvre est inquiétant. Quand il fait des mesures dans le ballast avant, il s'aperçoit que ce n'est pas de l'eau, mais que c'est du fuel. Il s'aperçoit qu'une partie de la cargaison donc de fuel est passée de la citerne 3 au milieu, est passée dans le ballast avant tribord. Donc il constate bien, il voit bien qu'il y a un problème d'étanchéité au sein du navire. Du fuel s'écoule dans la réserve d'eau. Pour le commandant, il n'y a plus de doute, la cloison qui sépare le ballast de la citerne centrale a cédé. Il y a eu un gros déséquilibre à l'intérieur du bateau. Cela fait que le bateau tend à rester penché sur un côté. Comme il était bien équilibré au départ, comme vous avez brutalement un poids, et puis les soutes c'est 5000 tonnes ou 4000 tonnes, quelque chose comme ça, qui passe de l'autre côté, évidemment ça vous fait pencher le bateau d'un côté ou de l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe en dessous? Personne ne peut savoir, on ne peut pas aller dans les citernes pour voir ce qui se passe. Mais plus grave encore, le commandant Mathur sait que si l'une des cloisons internes de son bateau est gravement touchée, c'est la résistance entière de la coque du navire qui est mise en péril. En effet, les cloisons ont un rôle primordial dans la solidité du navire. Elles soutiennent l'ensemble de la coque. Elles sont en quelque sorte la charpente du bateau. Une construction dite longitudinale. Jean-Philippe Côte est expert maritime et spécialiste en construction de structures pétrolières. Il connaît bien la constitution de ce genre de bateau et l'importance de ces cloisons. Cette construction permet d'atteindre des dimensions de navire bien plus importantes qu'avec la tradition classique du transversal. La contrepartie de cette construction sont que la défaillance de l'un des moindres des éléments conduira à un affaiblissement global de toute la structure. Quelque part, il doit noter dans son cerveau, dans un coin, ce navire est en perdition. Incontestablement, le mauvais temps et la force des vagues ont provoqué la rupture d'une partie de la cloison. Pour le commandant, il est maintenant impensable d'espérer rejoindre Livourne sans faire réparer son navire. Pour cela, il doit se rendre dans le port pétrolier le plus proche, Donges, en Loire-Atlantique. Et il n'a pas d'autre choix que d'informer le directeur du port de l'état de son bateau. 21h15. Informés par le directeur du port de Donges, les autorités françaises situées au Cros découvrent à quel point la situation est grave. Donges a dit au Cros, j'ai eu un bateau qui s'appelle l'Erika, qui demande à s'abriter à Donges. Je vous préviens, s'il a des fuites, je ne peux pas le prendre. Il n'a pas dit à l'Erika, il le dit au Cros. À cet instant, il est 21h15 et les opérateurs du Cros, qui n'avaient jusqu'alors jamais entendu parler de ces avaries, s'empressent de demander des explications au commandant. L'opérateur tout de suite appelle l'Erika pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ces fissures, on me dit que vous avez des fissures, que vous m'en avez jamais parlé, de quoi s'agit-il? Et alors il répond un message en disant oui, j'ai eu des fuites internes à l'intérieur du bateau, j'ai rééquilibré, etc. Et il disait je surveille, mais de nouveau je peux rien faire de plus. La crainte d'une autorité est une crainte légitime, c'est qu'à partir du moment où si un navire a des fissures avec un risque de pouvoir se casser, voire avec des fuites à l'extérieur, effectivement, pour les pouvoirs publics, ce sont des choses qui sont essentielles. Désormais, la situation prend une autre tournure. Car pour les autorités, l'enjeu n'est plus le même. L'Erika devient un immense pétrolier rempli de 30 000 tonnes de fuel en perdition. Seul espoir pour éviter la catastrophe, atteindre le port avant le naufrage. Minuit 8, dans le golfe de Gascogne.
L'Erika, qui n'est plus qu'à une centaine de kilomètres des côtes françaises, tente de rejoindre tant bien que mal le port de Donge. Le commandant Mathur, qui n'a pas quitté la passerelle depuis le début des opérations, voit les conditions météorologiques se dégrader. La nuit du 11 au 12 décembre, il y a eu donc, le passage d'un front froid, donc, ce qui fait qu'au niveau de la mer, après le passage du front et le passage au nord-ouest, on a eu des vagues qui sont cette fois-ci venues se surajouter aux vagues de sud-ouest. Donc ça peut contribuer également à rendre un peu plus difficile la navigation à ce moment-là. Une nouvelle forcément inquiétante pour le commandant, car il sait qu'une mer déchaînée met son bateau à rude épreuve. Toutes ses forces ne cessent de tordre et de plier la structure de l'Erika. À chaque nouvelle vague rencontrée, le navire se fragilise un peu plus. Les fissures s'agrandissent de plus en plus. Hein. Voilà, le bateau travaille, il roule, il tangue, et voilà, et puis tout ça, ça fait travailler la coque. Les fissures ne vont pas s'arranger. Elles ne vont que s'agrandir. C'est la seule issue. Rien ne reviendra à la normale, il n'y a plus rien à faire. En fait, si le navire ne résiste pas, c'est parce qu'il est victime d'un phénomène redoutable pour les bateaux. La principale cause de cet affaiblissement, c'est la corrosion, c'est-à-dire la transformation en rouille de l'acier qui sert à faire les cloisons. D'autant que l'Erika, de par sa conception, est particulièrement exposée à la rouille. Une citerne de ballast, elle passe de l'air libre à l'eau de mer. Pour attaquer la tôle, c'est extra, c'est vraiment le top, donc c'est assez souvent là que ça casse. Si le navire n'est pas entretenu régulièrement, eh ben, il se dégrade. Mais ça, on ne le voit pas. Mal entretenu, l'Erika n'est maintenant plus qu'une bombe à retardement. Le pétrolier peut couler à tout moment en déversant ses 30 000 tonnes de fioul à moins de 150 km des côtes françaises. Le commandant et l'équipage en sont conscients. Une seule issue, rejoindre le port de Donge le plus rapidement possible, avant que le bateau ne présente des fuites. Minuit 10. Il fait maintenant nuit noire sur l'océan Atlantique. L'Erika avance à une vitesse de 5 nœuds, soit 9 km/h. Il lui reste 16 heures de navigation pour atteindre le port de Donge. À bord, la situation devient de plus en plus critique. Ce que redoutait le commandant est en train de se produire. Le bateau penche de nouveau sur la droite et de nouvelles fissures apparaissent. Et là, il constate qu'en fait, il y a du fuel qui s'échappe, ce qui veut dire que le ballast est en communication avec la mer. Vous avez une ouverture à la mer, soit l'eau de mer rentre, soit les produits sortent. Là, il le voit immédiatement que la cassure interne d'une cloison interne s'est propagée au bordé du navire, donc la partie côté. Cette nouvelle fissure pose un double problème. Elle constitue à la fois une fuite de pétrole à la mer, mais aussi une voie d'eau qui vient inonder le bateau et le fait pencher à tribord, sur le côté droit. Alors pour éviter que le navire ne coule, le commandant tente l'opération de la dernière chance. Il vide à l'aide des pompes l'ensemble du ballast avant droit afin d'alléger ce côté du bateau et tenter de le redresser. La pompe du ballast était en permanence en fonctionnement, de façon à pouvoir pomper l'eau qui rentrait, mais la pompe n'arrivait pas à étaler. Et vraisemblablement, le commandant se rend compte que c'est fini, quoi. Le bateau il va se casser en deux. Il est déjà trop tard. Cette manœuvre ne suffit pas à maintenir l'Erika à flot. Après plus de 12 heures à lutter contre les éléments, soumis aux forces des vagues, le bateau se disloque complètement. À l'intérieur, la cloison entre la citerne et le ballast a complètement cédé et le fond du navire n'est plus soutenu. La coque du pétrolier est en train de se fissurer sur les côtés et ouvre irrémédiablement le bateau en deux. Ce sont les éléments de fond qui se sont déchirés les premiers. N'étant plus soutenus par une cloison complète, le fond s'ouvre complètement
et la partie avant et la partie arrière se plient au niveau du pont principal. Le navire s'est plié comme une feuille, à peu près au milieu, ce qui est l'endroit le plus exposé aux efforts sur un pétrolier. Après, il y a des tôles qui sont parties, qui ont été arrachées parce qu'elles étaient plus tenues. Et à un moment donné, donc les tôles du fond cèdent. Le reste du bateau, il tient que par les tôles du pont au-dessus. Donc, inéluctablement, c'est comme le petit bout de fil de fer qu'on tortille et qui finit par vous casser dans les mains. On ne peut plus rien faire pour un bateau comme ça. On peut plus. Le bateau, il va se casser, il va couler. Si le bateau ne se brise pas complètement, chaque minute qui passe le rapproche dangereusement du naufrage. Le commandant le sait et active l'alarme pour rapatrier ses hommes à la passerelle. Il faut maintenant à tout prix évacuer le navire qui menace à tout moment de se couper en deux. Golfe de Gascogne, il est 5h54. Le commandant qui assiste à la destruction de son navire, à un peu moins d'une centaine de kilomètres des côtes françaises, lance un nouvel appel de détresse en contactant directement le CROSS. C'est à l'évidence un accident très grave. Parce que, d'une part, c'est 26 personnes à sauver, et deuxièmement, il fait très mauvais. Une opération d'envergure se met en place pour évacuer les 26 membres d'équipage de l'Erika. Compte tenu des difficultés, ce sont les sauveteurs de l'armée française qui sont réquisitionnés. Il demande à la marine de faire décoller l'Atlantique et l'hélicoptère pour faire le sauvetage de 26 personnes. Lorsque les secours arrivent sur la zone aux alentours de 8h du matin, ce qu'ils découvrent est saisissant. Un gigantesque pétrolier, encore tenu par quelques tôles, sur le point de se briser en deux. La situation est de toute urgence. Il faut à tout prix faire évacuer les hommes présents à l'arrière du bateau. Il est 8h14. L'hélicoptère situé à environ une quinzaine de mètres au-dessus de l'Erika entame l'élitreuillage de l'équipage. La mer est très agitée et donc pour l'hélicoptère, ça demande un très grand savoir-faire pour élitreuiller l'équipage. L'hélicoptère, ce qu'il commence par faire, c'est qu'il treuille son plongeur. Le plongeur descend. Et à ce moment-là, donc, le plongeur commence à organiser le sauvetage, un par un, pas tous à la fois. Ce sont des opérations qui sont très délicates, puisque le hélicoptère essaye d'accompagner les mouvements de plateforme verticale. Mais soudain, à 8h43, dans un fracas de tôle cassée, l'inévitable se produit. Il se fracture en deux et puis les deux parties restent liées pendant un petit moment, un peu comme un V inversé. La brèche est tellement énorme, vous savez, que la mer rentre là-dedans, les paquets de mer, et puis à force de rentrer, de taper à l'intérieur, machin, ça casse tout. À ce moment, c'est toute la structure du navire qui est en train de disparaître. À un moment donné, les tôles ont fini par casser, et puis le navire, à un moment donné, s'est désolarisé de son avant. L'Erika, tenue jusqu'alors par les tôles du pont, n'est maintenant plus que 2 morceaux de ferraille flottants. 21 personnes sont encore à bord. Les hélicoptères n'ont pas les moyens d'emporter l'ensemble de l'équipage en un seul voyage. Il est 9h40. Pour les sauveteurs, il y a urgence. Les épaves peuvent désormais couler d'une minute à l'autre. Les plongeurs qui trouvaient que le bateau s'enfonçait vite. Ce bateau coupé en deux, et ces marins qui étaient en haut de la proue. Eux, ils ont très peur parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont couler. Donc ils sont très paniqués. Le sauveteur-plongeur décide de mettre une embarcation de secours à l'eau malgré la mer déchaînée. Mettre les embarcations à l'eau dans une mer pareille, c'est quelque chose qui paraît absolument impossible. Pourtant, ils vont le réaliser. Les 13 membres de l'équipage présents dans l'embarcation et livrés à la houle de l'Atlantique vont finalement être élitreuillés un par les secours. Après 2h30 de travail acharné, l'ensemble de l'équipage se retrouve sain et sauf. Jean-Claude Guessot, ministre des Transports pendant la catastrophe, se souvient de ce moment de soulagement. Il n'y a pas eu une victime humaine, alors que les conditions étaient telles qu'on aurait pu craindre le pire. Mais alors que cette première opération se termine, un autre défi de taille attend les autorités françaises. C'est donc ce matin, au large de la Bretagne, qu'un pétrolier maltais s'est ouvert en deux dans une mer déchaînée. 12 décembre.
Les JT annoncent la terrible nouvelle. Les Français découvrent que l'Erika vient de relâcher 20 000 tonnes de pétrole à la mer. Une gigantesque marée noire est en train de se produire. Mais il y a pire. Les morceaux d'épave qui flottent encore à la surface renferment 10 000 tonnes de fioul dans des citernes encore intactes. Il faut à tout prix les empêcher de dériver vers la côte. Si on laissait l'épave dériver, elle s'explosait le lendemain matin sur Belle-Île. On met alors en place une opération de remorquage, avec un bateau d'une puissance incroyable, l'Abeille Flandre. L'Abeille Flandre, c'est un gros remorqueur de haute mer. Il avait une puissance de 23 000 chevaux et une force de traction de 160 tonnes. Et ce navire a été ensuite dépêché sur les zones du sinistre pour essayer de remorquer l'épave, de façon à ce que l'épave éventuellement ne puisse pas aller trop vite à la côte. Ce jour-là, l'écrivain et reporter Hervé Hamon est présent sur le bateau pour filmer toute l'opération. Il se souvient parfaitement de cette traversée à bord de ce navire hors norme. Il y avait une sacrée mer, hein, vraiment. Et nous, on fonçait contre la mer. C'est la capacité de ce bateau, quoi. C'est un bateau de tout temps. Donc on ralentit pas quand il y a de la mer devant. Donc ça secoue horriblement. Pascal Bertin est lui aussi présent sur le navire. Il est mécanicien et se souvient d'une odeur caractéristique lorsqu'il arrive sur l'épave de l'Erika. Ça sent très fort. C'est beaucoup plus fort que le gasoil. C'est du produit lourd, donc ça sent très 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 fort. Ouais. Avant de voir même l'Erika, il y avait déjà cette très très longue, très spectaculaire nappe de pétrole. On pataugeait dans le pétrole. Rapidement, l'idée de remorquer la partie avant de l'Erika est abandonnée, car elle est jugée trop fragile. L'équipage de l'Abeille Flandre se dirige alors vers la partie arrière, qui se trouve à 6 km plus à l'est. Mais l'opération s'annonce compliquée. On a vu que la partie arrière était à peu près comme ça, elle était engagée, mais elle tenait encore, et elle avait encore ses lumières, le groupe continuait à fonctionner. Ils faisaient des bonds de 10, 15 mètres, 20 mètres, c'était impressionnant quand même. L'équipage de l'Abeille Flandre doit maintenant procéder à une opération très délicate. Aidés par un hélicoptère de la marine, ils doivent s'accrocher à l'épave par un câble de remorque. On envoie un hélicoptère qui prend deux membres d'équipage de l'Abeille, zélitreuil sur la plage arrière de l'Erika. L'installation de ce câble se fait dans une mer capricieuse et dans des conditions périlleuses. Mais les hommes parviennent tout de même à relier les deux bateaux. L'Abeille Flandre, ce monstre de puissance, peut maintenant empêcher que cette carcasse de ferraille remplie de pétrole n'aille s'échouer sur les côtes. On a commencé à essayer de tracter et on a vu une chose, c'est qu'il était possible d'empêcher le bateau de dériver, mais ça n'était pas possible de faire route. Il manœuvrait l'Abeille pour pouvoir effectivement la prendre comme il faut par rapport au vent. Plus de 24 heures après le début de l'opération, l'épave de l'Erika n'a presque pas bougé. Mais tout à coup, les marins de l'Abeille Flandre remarquent une chose étrange. On se met tous à regarder de près et incontestablement, le bateau était en train de... l'arrière, on voyait l'hélice qui se soulevait. Au 13 au matin, on a vu qu'il avait pris de l'assiette. Il se mettait de plus en plus à la verticale. Et là, on dit, bon, c'est pas terrible, quoi. Le commandant du bateau remorqueur doit impérativement détacher le câble qui le relie à l'épave. En coulant, l'Erika pourrait à tout moment l'entraîner vers le fond. Vers les 14 heures, là, il s'est mis carrément à la verticale et bon, voilà, c'est fini, quoi. Les parties qui étaient des réserves d'air, qui étaient la machine, etc., finissent quand même par être envahies par de l'eau et il finit par couler. 40 minutes plus tard, on l'a vu sombrer doucement. Quand vous regardez un bateau couler, c'est une mort. Hein. Je pense que pour tous les marins, c'est un drôle de truc, c'est un drôle de moment. Le 13 décembre à 15h, l'Erika sombre par 120 mètres de fond. Le pétrolier emporte avec lui 10 000 tonnes de fioul lourd. Celui qui était à la tête du bateau, le commandant Mature, est immédiatement arrêté par la police maritime. Il est mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et pollution. Mais en attendant un procès,
C'est le drame environnemental qui concentre toutes les attentions. Pour le combattre, ce sont des moyens colossaux qui vont être déployés. Les deux nappes de fioul poursuivent leur effrayante progression. D'une longueur de 10 km, les flaques polluantes menacent les côtes depuis maintenant 3 jours. Les survols de la zone mise en place indiquent que plusieurs nappes se dirigent vers la côte, dont une de 15 km de long. Sur le littoral français, cette annonce fait l'effet d'une bombe. C'est vrai que ça a été la désolation. D'entendre ça, on s'est dit, voilà, ça recommence. On a connu des événements antérieurs. Et dit, voilà, est-ce que ça va être pour nous? Un bateau rempli de pétrole, c'est qu'en Bretagne, on est un peu habitué, mais ça fait beaucoup, quoi, à la fin. On n'a pas eu d'informations particulières. On savait qu'il s'était brisé, qu'il avait coulé et que des nappes dérivaient. Maintenant, aucune information laissait paraître que ce pétrole allait arriver exactement sur nos côtes, quoi. Dans les premiers moments, prédire l'arrivée de ces nappes de pétrole est compliqué pour les spécialistes. Loïc Quérambrin travaille au CEDRE, l'association d'experts en pollution maritime qui s'est occupée de superviser la marée noire auprès de l'État. Donc c'était aussi un manque de données détaillées, sachant que la côte bretonne et l'avant-côte sont quelque chose de très mouvementé, donc avec les courants qui vont un peu dans tous les sens, et notamment par des grandes tempêtes comme il y a pu avoir à ce moment-là. Il faut s'imaginer qu'à cette période-là encore, il y a une tempête, et donc que toutes les parties des nappes de pétrole se disséminent un peu partout. Les courants font faire des allers-retours à la nappe. Le vent a une faible prise en définitive sur une nappe dérivante et ce n'est que progressivement que cette nappe va atteindre la côte. Le 23 décembre, soit 11 jours après le naufrage de l'Erika, on constate les premiers échouages de pétrole. Le 23 décembre, on se rend compte, on ne réalise pas tout de suite, on sait qu'il y a des arrivages sur la région de Pinmar, donc tout à fait plein nord de l'épave. Donc c'est une surprise. Ce pétrole qui arrive le 23 décembre au soir sur les côtes bretonnes, alors qu'on l'attend 400 km plus bas. Du 23 décembre au 25 décembre, le pétrole envahit le littoral. D'abord les îles du Morbihan, Groix et Belle-Île. Puis c'est la Vendée qui sera touchée et le gros de la pollution atteint ensuite la Loire-Atlantique. Quand je vois ça, j'ai pas de mots pour vous exprimer ça. C'était vraiment une catastrophe. Les planches étaient souillées, les rochers étaient souillés, tout était... On repartait avec nos truelles et nos pelles pour nettoyer, quoi. Une vision d'horreur pour les habitants. Ça me dégoûte. Tout le monde se pose des questions, tout le monde vient voir la curiosité. Des gens nous donnent un coup de main, arrivent avec des bottes, arrivent avec des chaussures, même en chaussures. L'État lance alors son plan anti-pollution, le plan Polmar. 5 départements sont en alerte. Le plan Polmar permet de mettre en mouvement et en cohérence toutes les actions, à la fois de sauvetage, à la fois de prévention et aussi d'action pour faire face à la pollution. Et pour cause, le pétrole que contenait l'Erika est un fioul très particulier. C'est un produit lourd, visqueux, il va contaminer la faune et la flore. Sur les plages, en parallèle, une immense mobilisation se met en place. On compte plus de 5000 professionnels et bénévoles qui viennent nettoyer le littoral dans des conditions souvent très difficiles et avec des moyens sommaires. Avant, on est équipé, on avait des bottes, des combinaisons jetables, des gants ficelés avec du scotch pour éviter la pénétration du pétrole sous les manches, des masques de protection, des seaux, des pelles, des poubelles, des grattoirs à main tout petits pour gratter les rochers, du travail du fourmi en fait. C'était d'énormes galettes de fioul, de mazout, de 3-4 cm d'épaisseur, des trucs fous, insensés. Dans les premiers mois, plus de 100 camions par jour font des allers-retours entre les plages et la raffinerie de Donges. 200 000 tonnes de déchets vont être ramassées et stockées. La lutte dure près de 4 mois. Mais alors que sur le littoral, toute la population se démène pour nettoyer les plages, la menace d'une plus grande marée noire règne. C'est un nouveau défi qui attend les pouvoirs publics.
L'épave de l'Erika repose à 120 mètres de profondeur, remplie de pétrole. Au lendemain du naufrage, après 24 heures d'efforts, les opérations de récupération du navire sont interrompues. Les morceaux du bateau couchés au fond de l'océan sont trop fragiles pour être ramenés à la surface. 10 000 tonnes de pétrole gisent encore dans les soutes de l'Erika. Il faut impérativement les en extraire, sous peine d'une nouvelle marée noire. Il y avait le risque, si on laisse cette épave avec ces 10 000 tonnes en bas, demain ça va partir, ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Donc voilà, il fallait pomper ça. Cette gigantesque opération de pompage, très risquée et très complexe, ne peut se mettre en place du jour au lendemain. Elle va nécessiter 5 mois de préparation. 5 mois durant lesquels on croise les doigts pour que le pétrole ne s'échappe pas des soutes, car il n'existe aucun moyen de sécuriser l'épave. 5 juin 2000. Les 2 morceaux de l'Erika sont à 10 km de distance l'un de l'autre. On déploie des moyens énormes, inédits depuis le naufrage du pétrolier Tagno au large des côtes bretonnes en 1981. 7 bateaux de haute mer sont réquisitionnés pour accueillir la centaine d'hommes qui vont mener cette opération. Et c'est l'affréteur lui-même, Total, qui dirige et finance le projet. L'affréteur a mis les moyens pour pouvoir récupérer les parties dans les citernes. Cette opération extrêmement délicate doit se faire dans la plus grande des précisions. Pour cela, on envoie 9 plongeurs spécialisés qui vont travailler à 120 mètres de fond. Après avoir travaillé, il rentrait dans un sas, une grosse bulle. Il restait à la pression. Pour pomper le fioul encore contenu dans les 2 épaves, 28 vannes vont être reliées aux 2 bateaux-usines en surface. Ça va consister à faire des ouvertures en découpant des rondelles dans le pont ou dans le fond du navire et à connecter des tuyauteries qui vont permettre d'aspirer le produit. Et ensuite, ils vont venir pomper les résidus des soutes, à la fois sur la partie avant et sur la partie arrière. L'opération dure 4 semaines et s'achève le 18 juillet 2000. On récupère la totalité du fioul contenu dans les citernes des épaves de l'Erika, soit 10 080 tonnes. L'opération est une réussite et l'éventualité d'une plus grande marée noire est désormais écartée. Si le naufrage de l'Erika a marqué les esprits, c'est aussi parce qu'il s'est illustré comme l'un des procès les plus médiatiques de son époque. En mars 2012, au terme de longues années d'enquête et de procédures, la justice rend son verdict. Elle condamne pénalement 4 acteurs majeurs liés à l'accident, dont la compagnie pétrolière Total et la société de classification qui s'occupait de la maintenance de l'Erika. 200 millions d'euros vont être versés aux parties civiles pour couvrir le préjudice écologique. En revanche, aucune responsabilité n'est retenue contre le capitaine de l'Erika, le commandant Mathur. Il est relaxé par le tribunal de toutes les charges pesant contre lui et obtient même le statut de victime. La raison majeure, c'est un navire en mauvais état, mal entretenu et pas assez bien inspecté. Symboliquement, c'est une souillure. C'est vraiment l'idée que notre nature est souillée d'un seul coup. Et je pense que ça explique en partie la charge émotionnelle des riverains et d'une façon plus générale des Français. Pour les habitants de la côte atlantique, il sera difficile d'oublier cette fin d'année 1999 qui a mobilisé des milliers de gens au nettoyage du littoral. L'Erika restera gravé dans les mémoires comme l'un des accidents industriels les pires de son époque. Un accident hors de contrôle.